Est-ce que ça là? Oui, c'est là. Ça fonctionne. Merci beaucoup Maxime, Marlène, Hugues pour cette magnifique présentation. Avant de passer aux questions-réponses avec la salle, on a une dernière séquence qui est celle des témoignages d'experts, où on va inviter 4 personnes à partager en quelques minutes son point de vue sur les enjeux qui ont été présentés. Et donc, je vais commencer avec toi, Landia. Et je pense que je vais te laisser te présenter, si tu veux bien. Ok, super. Bonsoir à tous. Landia Egal, oui, je sais, j'ai 5 minutes, Erwan. Donc, merci beaucoup de m'avoir proposé d'avoir le micro pendant quelques minutes. J'ai échangé beaucoup avec la team Monde Virtuel pendant 1 an parce que, en parallèle, j'ai initié avec plusieurs autres personnes un projet qui s'appelle CEPIR, c'est CEPIR, c'est l'acronyme de Cas d'études pour un immersif responsable, qui est un projet financé par France 2030. Donc, on a un vrai budget, le moyen de payer des gens et de consacrer vraiment du temps à cette question, qui était l'évaluation des impacts environnementaux de la XR. Donc, nous, on ne parlait pas de monde virtuel, on parlait de XR, qui est le terme un peu englobant, Extended Realities, qui englobe la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Donc, essayer d'évaluer les impacts environnementaux de cette filière en France aujourd'hui et comment il pourrait évoluer à horizon 2030-2050. Donc moi, je viens vraiment du secteur de la XR. Le premier projet en réalité virtuelle sur lequel j'ai travaillé, c'était il y a 10 ans. Il était financé par le CNC en 2014. Et c'était le premier projet en animation 3D temps réel qui était financé. Donc vraiment, on a fait de la création de contenu et on a fait partie un petit peu des pionniers de cette création de contenu de la VR moderne, on va dire, post-rachat d'Oculus par Meta. Et donc nous, toute cette évolution, on l'a vraiment vécue de l'intérieur depuis 10 ans. En 2019-2020, moi j'ai commencé à me poser pas mal de questions, à me dire non mais en fait, quand je crée des contenus en réalité virtuelle et que je donne envie potentiellement à des gens d'acheter des casques, et donc il faut les fabriquer, et donc il faut extraire des matières premières, qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre, d'autres pollutions qui sont générées par ça, en fait à quoi je contribue? Et donc, c'était une approche déjà un peu conséquentielle, qui était aussi alimentée par le fait que je connaissais aussi les travaux du Shift Project et que j'avais suivi la publication des premiers rapports sur le numérique. Et donc, il y a eu déjà des premiers échanges avec Samuel Valency, qui a travaillé sur le rapport Décarbonant la culture, parce que la création de contenu qu'on faisait, c'était vraiment à mi-chemin entre la culture et le numérique. Donc, on avait déjà échangé avec le Shift à cette époque-là. Et ensuite, moi, depuis 4 ans, un petit peu mon truc, c'était de se faire, mais comment on peut faire en sorte que les acteurs de la filière soient sensibilisés à ces enjeux, s'en emparent, réfléchissent à leur stratégie d'entreprise par rapport à ça, etc. Et donc, on a candidaté à cet appel France 2030 fin 2021. On a eu un financement. Et on a commencé à travailler sur le projet CEPIR milieu 2022, donc juste avant de rejoindre l'équipe du Shift sur les mondes virtuels. Nous, on a eu une approche dans le cadre de CEPIR qui était un petit peu différente de celle du Shift, mais qui du coup était complémentaire. Et comme on a fonctionné main dans la main pendant plus d'1 an, c'était assez intéressant de pouvoir partager en fait nos différentes approches. Donc d'abord, nous, on a commencé par un gros travail de bibliographie qu'on a pu partager aussi avec l'équipe du Shift pour essayer d'identifier les briques manquantes. On a fait beaucoup d'entretiens avec des experts à la fois du secteur du numérique responsable, mais aussi des experts, on va dire, des acteurs de la filière XR qu'on connaissait très bien, qui était notre réseau de base. Donc en fait, avec l'idée d'être un peu un pont, vu qu'on venait de l'immersif, entre ces deux réseaux qui souvent ne se parlent pas beaucoup. Donc, par exemple, avec le Shift, on vous a proposé, Hugues, Marlène, de venir faire des démos en réalité virtuelle et de métaverse dans les locaux de notre partenaire de consortium Novelab. Donc, c'est un moyen aussi et à l'inverse, on a associé l'association, le CNXR, qui est l'association des associations du secteur de la XR, aux travaux de CEPIR, mais on a aussi associé Arte, Ecoprod, plein d'autres acteurs. Donc ça, ce rôle de pont, on l'a plutôt bien joué, je trouve, et c'était assez intéressant de pouvoir discuter des mêmes données et des mêmes arbitrages à faire et choix avec ces deux réseaux. Donc ensuite, on a travaillé sur de la création de données qui manquait. Donc notamment, on a démonté des casques en réalité virtuelle. On en a démonté 4 et les manettes pour identifier les composants de base, les procédés de fabrication. Donc on a fait des analyses de cycle de vie multicritères, pas que sur le critère carbone, mais aussi la consommation de métaux.
pour avoir des facteurs d'émission qui n'existaient pas jusqu'à présent, qui n'étaient pas dans la base empreinte de l'ADEME, mais qui maintenant, il y en a 2 nouveaux qui sont intégrés à la base empreinte suite à ces analyses de cycle de vie. On a fait un gros travail aussi sur les facteurs d'émission avec notamment Marie-Véronique Gaujuchon, qui est une des membres de consortium et vraiment à l'origine de CEPIR et qui a été une des premières employées, je crois, de Jean-Marc chez Carbone 4 et qui fait des bilans carbone depuis 2007, tout début de l'outil. Donc, il y a une vraie expertise, voilà. Et donc, il y a eu un travail aussi sur les facteurs d'émission, réseau, data center. Sur la base de ça, on a créé un calculateur carbone spécifique à l'AXR qui est disponible en ligne sur le site, dont je vous donnerai le lien après. Et ensuite, on s'est dit, bon, mais OK, sur la base de ces facteurs d'émission-là, comment les usages peuvent évoluer à horizon 2030 et horizon 2050 ? Donc, on a défini 5 scénarios qui ont été établis aussi en collaboration avec des acteurs de la filière. Et là, en fait, on s'est rendu compte que si on le comparait à une trajectoire de référence, alors on a pris 2 trajectoires, qui est la trajectoire SBTI ITU et ADEME-ARCEP Génération Frugale Sobriété. Et ben en fait, on s'est rendu compte que à horizon 2030, déjà l'AXR commençait à prendre une part significative de ses budgets alloués au numérique. Et à horizon 2050, en fait, clairement, on a un impératif de faire en sorte que ces usages immersifs se substituent, et les terminaux immersifs se substituent à tous les autres terminaux qu'on a, les smartphones, les télés, etc., soient mutualisés parce qu'on ne peut pas avoir un usage individualisé auprès et de masse. Donc ça, c'est un autre avantage qui est d'empêcher la collecte de données personnelles des utilisateurs si on est plusieurs à se partager les casques. Et après, effectivement, tous les objectifs d'allongement de durée de vie, de réparabilité, etc. Donc ça nous a vraiment amené ensuite à... Au-delà de cette trajectoire, on s'est dit, en fait, au-delà de la trajectoire globale, c'est quoi le budget numérique individuel qu'on peut avoir ? Comment il évolue dans le temps et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'arbitrage ? C'est quoi, quel choix on peut faire par rapport aux équipements numériques qu'on peut avoir à horizon 2030 si on ne peut pas tout avoir ? Donc ça, on a créé aussi un outil, un tableur qui est disponible en ligne et qui est assez intéressant pour se rendre compte, en fait, à une échelle individuelle de ce que ça va signifier pour notre vie quotidienne. Sur la base de ça, on a émis des recommandations. On en a une dizaine à destination des pouvoirs publics et 10 aussi à destination des professionnels de la filière, parce qu'on pense que vraiment, on a une responsabilité en tant que professionnel d'être proactif par rapport à ces enjeux et de sortir un peu du triangle de l'inaction où on se renvoie à la patate chaude les uns aux autres en considérant que ce serait vraiment que au pouvoir public de décider de la marche à suivre. Et donc ça, sur les recommandations, on se rejoint vraiment avec le Shift Project. J'ai écoulé le temps avec le Shift Project sur le fait de se doter d'une trajectoire de référence pour le numérique. Nous, on est resté sur 45% parce que 30%, on trouvait ça un peu sympa, sachant que ça veut dire que du coup, il y a d'autres pays avec un mix énergétique plus carboné que le nôtre qui devraient faire plus d'efforts. Et puis aussi le fait qu'il y a un tiers de la population mondiale qui n'est pas encore connectée à Internet, alors que nous, on est quand même déjà bien équipés en France, donc on est resté plutôt sur 45%, même si c'est ambitieux. Et donc, à partir de cette trajectoire de référence, prioriser les usages qu'on a envie de prioriser. Donc ça, est-ce que ça passe par une concertation citoyenne, une convention citoyenne du numérique responsable dont on reprendrait réellement les propositions ? Voilà, il y a une question de qui pose là. Ensuite, par rapport à cette priorisation, quelle est la place de la XR et donc quelle est la trajectoire pour la XR ? Est-ce qu'on définit des seuils, des plafonds d'émissions par unité fonctionnelle et est-ce qu'on réduit du coup ce plafond tous les 3 ans pour l'aligner avec la trajectoire ? Voilà, ça fait partie des recommandations qu'on a essayé de rendre les plus précises possibles pour qu'elles puissent être vraiment discutées. Voilà. Temps écoulé, donc je m'arrête là, mais c'était super chouette de travailler avec vous pendant un an. Merci beaucoup, Landia. Merci. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Jean-François Lucas, qui est délégué général de Renaissance Numérique. Pareil, pour se présenter et puis raconter un petit peu le point de vue. Bonsoir à toutes et à tous. Quelques mots, peut-être juste Renaissance Numérique. On est un think tank indépendant et apartisan, créé en 2007. C'est toujours important de le répéter. Gros challenge, 5 minutes, j'ai bien noté. Gros challenge pour vous parce que je suis ni expert des enjeux climatiques, ni expert des enjeux énergétiques. Mais je travaille sur le métavers depuis 2005. Je voulais juste, parce que j'ai eu la chance de lire les 2 rapports. Donc, je vais juste vous faire un petit retour très humble de ma lecture de ces rapports en me disant que ça peut peut-être servir vos travaux et la discussion commune. Le premier point, ça va être
paraître très mégalo de ma part, c'est que je rejoins tout à fait votre approche sur la manière de concevoir le métavers comme un objet frontière. C'est un terme que vous utilisez dans votre rapport. Je dis très mégalo parce que vous citez un rapport qu'on a publié en novembre 2022 qui s'appelle « Gouverner le métavers ou l'Internet de demain », qui lui-même reprend un concept que j'ai eu la chance de développer avec Pierre Musso dans un livre qui s'appelle « Innover avec et par les imaginaires ». Au-delà de la pub, c'est pas du tout le placement de produits que je vise, c'est que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, et vous l'avez rappelé, c'est que on se moque un peu en fait de la définition du métavers. Enfin, on s'en moque pas, mais je reconnais plein de têtes dans la salle. On n'est pas du tout d'accord sur l'acception du métavers. Mais en fait, ce qui s'est passé en octobre 2021, c'est que Mark Zuckerberg a réanimé le métavers. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dessus. J'ai pas vu la différence au niveau des usages, pour le dire très vite, et de certains matériaux. Mais en 2021, il met la planète en ébullition sur la question du métavers. Et ce qui se passe, c'est qu'il réveille tout le monde en disant nous, on va vers là. Si vous ne suivez pas au niveau des infrastructures, et c'est ce que vous avez parfaitement montré, en fait, vous allez louper le train qui est lancé. Et je pense qu'il y a une grille d'analyse très pertinente qui permet de prendre un peu de hauteur. Et pour faire un parallèle, si certains qui nous parlent d'IA aujourd'hui prenaient un peu de hauteur pour arrêter les comparaisons avec les révolutions de l'électricité ou de la machine à vapeur, on s'en sortirait sans doute un peu mieux. Ceci étant dit, du coup, le deuxième point, c'est que j'ai bien aimé, moi, le lien, c'est un peu comme votre duo qui marche bien, Marlène et Maxime, sur les deux rapports. C'est-à-dire que moi, je suis rentré par le rapport sur le métavers, enfin les mondes virtuels. Puis je me suis dit, bon, le truc sur les réseaux, c'est le shift. Il y a plein de chiffres, il faut quand même se les cogner. C'est pas évident. Et ben, je me le suis quand même cogné. Je pense que je l'ai lu trop rapidement, certainement les deux. Mais en fait, il y a vraiment un truc, et moi, je vous incite, je ne sais pas si ça marche dans l'autre sens. Normalement, le binôme, ça marche dans les deux sens, ouais. Mais du coup, ça marche assez bien. Et du coup, et merci à vous de souligner un point qui a été un peu absent ces dernières années dans les travaux. Alors, il y en a qui sont intéressés aux infrastructures, mais c'est vrai qu'on a eu une grosse focale sur les usages, avec une problématique que vous notez, qui est celle des usages prescrits. Parce qu'en fait, on nous dit dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura ça. Mais on n'en sait pas vraiment rien. Moi, je suis sociologue, j'ai une autre approche du cycle infra-usage, parce qu'il y a plein de freins à l'adoption des usages qui peuvent s'intercaler, etc. Mais peu importe. Et donc ça marche bien, parce qu'on voit que derrière, et vous l'avez dit, quand en 2021, Mark Zuckerberg dit on y va, quelques années plus tard, la Commission européenne prend des décisions pour dire eh ben, nous aussi on y va, parce qu'en fait, on va avoir l'air un peu con si les États-Unis et la Chine ils y vont et qu'on n'y est pas. Et donc, voilà, merci à vous d'avoir souligné ça. Et le troisième point qui m'a paru très, très important, c'est votre grille d'analyse, votre matrice. Moi, je l'appellerais une boussole. Je l'appellerais une boussole. Alors, je crois qu'il y a eu des discussions sur le terme dans le groupe de travail. Je suis désolé de remuer le couteau dans la plaie, j'y étais pas. Pourquoi une boussole déjà? Parce que votre sous-titre, c'est orienter. Alors, je n'ai plus exactement, mais orienter la décision, etc. Et quand moi, je suis tombé sur cette matrice, je me suis dit, en tant que décideur, que je ne suis pas décideur d'une très grande structure, je rêverais, comme Marlène l'a dit, en fait, de mettre des RH, mais aussi les RSE, et par exemple la DSI, qui ont tous un peu leur mot à dire sur les solutions qui seront adoptées dans une entreprise, et leur dire, maintenant, on va se mettre autour d'un outil qui, un, rend visible les problématiques, c'est ce que vous faites, deux, permet la discussion, et trois, fait de l'aide à la décision. Et donc, je ne sais pas si c'est un appel ou quelque chose, mais moi, je serais prêt à bosser avec vous sur cette thématique-là en disant comment faire un outil qui, d'une certaine manière, nous évite de se taper les 100 pages du rapport qui sont très bien, mais en fait, pour un décideur, on n'a pas vraiment le temps, c'est compliqué. Moi, les chiffres, je ne les maîtrise pas. Et si on me dit, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont vous dire, vos chiffres, ils ne sont pas exacts, il fallait prendre ça en compte. Moi, je laisse un peu de côté. Et je demande plutôt à mes équipes de décider pour moi des outils à prendre en compte. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer sur cet outil, à formaliser. C'est sans doute pas au Shift de le faire. Peut-être à des gens comme l'ARCEP ou d'autres, de mettre des moyens pour aider des gens à formaliser un outil vraiment d'aide à la décision. Voilà, je répète un peu ce que vous avez présenté, mais simplement pour vous dire que la lecture sans doute trop rapide de quelqu'un comme moi qui ne connaît pas trop ça, mais les métavers, je trouvais vraiment intéressant ces trois points-là. Je n'ai pas vu de pancarte se lever, donc a priori, voilà, merci. Merci beaucoup. Et effectivement, merci pour le respect du timing. Ça va être le tour de Marceau Coupechaud, qui a travaillé sur ce rapport en tant que membre du groupe de travail, mais qui est aussi beaucoup de choses. Donc, je vais le lire. Professeur à Télécom Paris et à l'École Polytechnique et chercheur au laboratoire des technologies de l'information et de la communication. Merci, bonsoir. Alors moi, je suis le seul à avoir mes petites anti-sèches.
D'abord, je remercie le Shift Project de m'avoir invité, en particulier coordinateur des projets dans le groupe de travail. J'ai appris beaucoup de choses. Il y avait des gens très intéressants dans le groupe de travail. On a fait des choses en totale liberté. Donc, voilà, je recommande pour les collègues qui voudraient se lancer là-dedans. Alors, alors, comme je passe dans les derniers, il y a des choses qui ont déjà été dites. D'abord, la 6G nous promet des mondes immersifs, un Internet d'essence, des communications haptiques. Bon, chacun jugera si c'est une utopie ou une dystopie. Mais bon, il faut bien garder à l'esprit que tout ça, c'est bien réel. Ce sont des câbles, ce sont des antennes, c'est du béton, ce sont des tonnes de déchets électroniques. Et donc, le numérique, ça a un impact, hein, ça participe de la crise environnementale, ça fait partie du problème. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur les chiffres, ça a été largement documenté, mais en tant que chercheur, et puis même on a été confronté à ce problème dans le groupe de travail, on a besoin de données qui soient publiques, qui soient fiables, qui soient comparables sur les équipements, sur leur cycle de vie, sur leur consommation énergétique, sur tout un tas de choses, quoi, sur l'architecture des stations de base. On n'a pas tout ça, quoi. Donc là, je pense qu'il y a l'ARCEP, l'ADEME, il doit faire quelque chose. Je ne suis pas juriste, les gens disent oui, mais il y a le secret des affaires, mais bon, moi je dis il y a l'intérêt général aussi, donc il faut peut-être un peu regarder ça de manière un peu plus près, quoi. Donc ensuite, il y a une question qui revient souvent, c'est surtout parmi les ingénieurs, oui, mais il y a les gains d'efficacité énergétique. Alors, est-ce que les gains d'efficacité énergétique vont nous sauver? Alors là, je sais qu'il y a beaucoup d'ingénieurs dans la salle, donc je vais peut-être probablement me planter sur les chiffres, mais vous me direz. J'ai regardé, la loi de Moore, c'est 41% d'amélioration, enfin de densité, d'augmentation de la densité des composantes sur les circuits intégrés par an. La 5G, c'est difficile de savoir, mais disons que dans le meilleur des cas, c'est 10 fois plus efficace que la 4G. Donc si je compte 10 ans entre la 4G et 5G, ça me fait du 25% de gain d'efficacité énergétique par an. Okay. L'efficacité énergétique, vous savez ce que c'est, hein, c'est le nombre de bits transmis par joule, par unité d'énergie. Alors, le problème, c'est que si le trafic augmente, si le nombre de bits augmente, la consommation énergétique augmente. On l'a vu dans les courbes qu'on a tirées du rapport. Hein. Donc, si on met en face de ces chiffres l'augmentation du trafic de données mobiles, hein, et si vous regardez le rapport Ericsson, c'est plus 41, ça a doublé en 2 ans, hein, donc c'est plus 41% par an. Vous voyez qu'au mieux, dans le meilleur des cas, on arrive à peine à compenser l'augmentation du trafic. Donc, les gains d'efficacité énergétique, c'est nécessaire, hein, c'est sûr, il faut continuer à le faire, on l'a toujours fait, mais ça ne va pas suffire. D'accord. Alors ensuite, il y a la question aussi qui a été poussée sur les effets positifs indirects sur les autres secteurs. Donc là, il y a des consortiums industriels qui ont poussé des termes comme, vous les connaissez tous, hein, Enablement Effect, ICT for Green, Smart City, là vous tapez dans Google, vous en trouvez un paquet. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'évidence scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des études de cas isolés, mais pas du tout systématiques. Alors, on connaît tous l'exemple de la visioconférence par rapport à la présence physique, comme l'a dit Marlène, mais il n'y a pas d'études systématiques. Et puis, on met souvent en évidence des usages qui sont favorables au numérique, en fait, parce qu'on parle rarement de l'influence, par exemple, de l'IA sur la facilitation de l'extraction des énergies fossiles. On sait peu que les communications acoustiques permettent aussi de mieux extraire du pétrole. Voilà. Donc, on a des petits cas isolés, mais on n'en sait pas plus, on est un peu dans le noir là-dessus. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que la numérisation massive depuis 25 ans n'a pas fait manifestement baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on peut rester un peu sceptique sur ce point. Alors, quelles sont les conséquences pour la recherche? Donc là, je vais m'adresser plutôt aux techniciens radio, aux ingénieurs, aux chercheurs. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Donc là, on est en train tous de travailler plus ou moins sur la 6G, parce qu'on s'attend à ce qu'elle débarque dans les années 2030. Alors, on semble repartir sur des dynamiques de croissance. Donc là, on disait, on parle de débit, toujours plus de gros débit. Les latences, on voulait 1 milliseconde, maintenant on veut 100 microsecondes, etc., etc. Donc plus de bandes, on parle de terahertz, de nouveaux dispositifs avec des surfaces intelligentes, etc. Donc on est reparti sur une dynamique de croissance de toutes les capacités du réseau, avec en toile de fond, bien sûr, des promesses de croissance économique. Or, en fait, quand on lit les documents de vision ou les programmes de recherche, alors la soutenabilité est partout. Là, il n'y a pas de souci, on fait un contrôle F, on trouve la soutenabilité partout. Mais en fait, c'est souvent synonyme d'efficacité énergétique, mais ce qu'on fait depuis déjà un certain nombre d'années.
c'est jamais, c'est très rarement synonyme d'une baisse de la consommation énergétique et ce n'est jamais synonyme d'une baisse du trafic de données. Donc le modèle en fait de réduction, le modèle d'augmentation permanente du trafic de données et de terminaux n'est jamais remis en cause. Alors, on va se dire, est-ce qu'on continue comme d'habitude à faire nos optimisations? Je vais gagner 1 dB sur un schéma MIMO, je vais gagner 100 microsecondes sur de l'ordonnancement pour les communications ultra fiables et à faible latence, etc. etc., etc. Ben, en fait, non, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait intéressantes en prenant un peu un pas de côté et en regardant un peu ce qu'on peut faire. Alors, je ne vais pas dévoiler toutes mes pistes de recherche, bien sûr, parce que sinon... Mais bon, sous forme de questions, hein, ça pourrait être comment dimensionner les réseaux pour respecter une trajectoire de décarbonation? Quelle qualité de service peut-on se permettre à un budget de carbone donné? Quel mécanisme mettre en place pour prioriser les usages? Quelles sont les nouvelles métriques à considérer, pas seulement pour regarder le carbone à l'usage, mais aussi le carbone embarqué, la consommation d'eau, l'utilisation des ressources non renouvelables, les atteintes à la biodiversité, etc. Tout ça, comment prendre en compte les effets rebonds, etc. Bon, il y a plein de questions qui sont ouvertes en recherche et qu'on ne regarde quasiment pas, me semble-t-il. Donc, dans ce contexte, en fait, moi, j'encourage mes collègues, j'encourage les ingénieurs, les techniciens, etc., à regarder ces questions, à ne pas rester dans leur tour d'ivoire, à essayer de travailler avec d'autres disciplines, parce qu'on a besoin des juristes, on a besoin des économistes, il n'y a pas que les ingénieurs, on a besoin des sociologues des usages aussi pour comprendre ce qui se passe. Et puis essayer aussi de projeter, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le groupe de travail, de projeter ces découvertes à un niveau national, voire mondial. C'est-à-dire pas simplement se dire je gagne 1 dB dans telle situation, etc. Mais oui, j'ai gagné 200 microsecondes sur la latence, mais qu'est-ce que ça va signifier? Qu'est-ce que ça signifie si cette découverte elle est généralisée au monde entier? Combien ça coûte en bande passante? Est-ce qu'il faut de nouvelles fréquences, etc. Se poser ce genre de questions, ça me semble important. Et j'invite aussi mes collègues et les ingénieurs qui n'ont peut-être pas non plus aussi l'habitude de le faire, de prendre à bras-le-corps ces questions pour participer au débat démocratique qui définira les réseaux du futur. Ils sont une brique importante. S'ils restent dans leur coin, ça va pas marcher. Donc, ces réseaux du futur, je vais reprendre, juste pour terminer, une expression de collègues de l'Université catholique de Louvain. On pourrait appeler ça les réseaux post-croissance. Il faudrait réfléchir aux réseaux post-croissance. Les ingénieurs, les chercheurs doivent participer à ce débat. Merci. Merci beaucoup. Et puis on va du coup terminer avec Tom Iko de l'ARCEP, que j'invite aussi à se présenter. Merci. Bonjour à tous et à tous. Donc, moi, je représente l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et la distribution de la presse, grosso modo le gendarme des télécoms. Donc, c'est aussi régulateur technico-économique du numérique. Donc voilà. Déjà, bravo Marlène, Maxime et Hugues pour ces rapports. Nous, de notre côté, on salue toute initiative, toute étude qui permet d'améliorer l'état de la connaissance sur l'empreinte environnementale du numérique. Ça, c'est important. Évidemment, l'ARCEP s'intéresse au réseau, puisque c'est vraiment notre cœur de métier depuis qu'on était l'ART, donc l'autorité de régulation des télécoms. Et on s'intéresse aussi au monde virtuel. Par exemple, on pilote un groupe interministériel sur l'empreinte environnementale des mondes virtuels, des univers immersifs, avec d'autres collègues que je salue dans la salle. Et par exemple, au sein du BEREC, qui est le réseau des régulateurs européens des télécoms, qu'on préside, on a répondu à la consultation publique de la Commission européenne sur le sujet. Donc la réponse est publique, je vous invite à la regarder. Et à l'ARCEP, par exemple, on a répondu sur l'IA générative et notamment son empreinte environnementale, qui est aussi un gros sujet, je pense que vous allez regarder dans les prochains mois. Déjà, à l'ARCEP, l'environnement, ce n'était pas inné. C'est depuis 2019 vraiment qu'on a fait un nouveau chapitre de la régulation. On fait de la régulation par la donnée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on collecte des données. On a un pouvoir de collecte grâce à la loi AREN auprès des opérateurs télécoms, des fabricants de terminaux, aussi des opérateurs de centres de données. Ça, c'est un périmètre qui va s'élargir. Par exemple, on va regarder les équipementiers mobiles. On espère regarder d'autres équipementiers par la suite, peut-être des fournisseurs de services numériques ou autres. Donc ça, c'est assez important. Et notre but, c'est vraiment d'éclairer le débat par des études. Donc, on a cité par exemple l'étude de l'ARCEP et surtout faire en sorte de
d'avoir plus de données, des données d'activité sur le numérique, sur l'écosystème, ou alors aussi des données d'impact, notamment avec l'ADEME, etc. Donc c'est pour ça que si vous avez des besoins en termes de données, des angles morts, il ne faut pas essayer à nous le faire remonter. C'est aussi notre rôle et on va essayer aussi d'y remédier. Donc effectivement, je vais parler aussi d'une étude qui s'appelle l'enquête annuelle pour un numérique soutenable. On a fait 3 éditions, donc là je parlais du pouvoir de collecte. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une enquête annuelle depuis 2020 où tous les ans on publie des indicateurs environnementaux, au début sur les opérateurs télécoms pendant 2 ans, et on élargit petit à petit. Et par exemple, on a la 3e édition qui est sortie jeudi dernier, où on regarde par exemple quelle est la consommation énergétique des box, par exemple. Sur les centres de données, on a regardé des indicateurs comme l'énergie, le carbone, l'eau, qui est un sujet aussi qui est assez intéressant, toujours avec une approche multicritère. Et on a aussi regardé les fabricants de terminaux, donc leurs émissions de GES, Scope 1, Scope 2, les ventes, etc., etc. Et aussi, on mène pas mal d'études aussi avec d'autres autorités, comme l'ARCOM, l'ADEME, notamment, on est en train de mener une étude sur l'empreinte environnementale de l'audiovisuel, pour faire le lien avec des études publiées par le Shift. Et notamment, je vais reparler de l'étude ADEME-ARCEP, parce que dans l'étude ADEME-ARCEP, que vous connaissez, j'espère, il y avait quelques messages clés, notamment dans l'analyse prospective. Par exemple, entre 2020 et 2050, sans action supplémentaire, l'empreinte carbone du numérique pourrait tripler. Voilà. Ça, c'est des chiffres assez importants. Et dans le scénario tendanciel, sa consommation d'énergie pourrait doubler. Voilà. Donc ça, c'est aussi des ordres de grandeur qu'on aime bien rappeler. Et outre l'empreinte carbone, qui est un sujet important, il y a un deuxième sujet qui est hyper stratégique pour nous, c'est tout ce qui est métaux, donc l'épuisement des ressources abiotiques, donc les métaux, les minerais, etc. Et là, on voit qu'on a vraiment un problème de disponibilité des métaux. Donc, c'est-à-dire que demain, on aurait des métaux qui seraient en concurrence, par exemple, avec la transition énergétique ou autre. Voilà. Et donc, pour obtenir un message, c'est que le seul scénario où on arrive à stabiliser l'empreinte environnementale numérique, c'est un scénario où on mêle sobriété numérique et éco-conception. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, et ça fait le lien avec les messages que vous avez rappelés tout à l'heure. Il y a un autre sujet aussi qu'on aimerait rappeler, c'est que on va publier bientôt la version finale du référentiel général pour l'éco-conception des services numériques, qu'on appelle RGESN, en partenariat avec l'ADEME, l'ARCOM, la CNIL, la DINUM et l'INRIA, et donc avec environ 80 critères qui permettent de s'interroger sur est-ce que le service numérique il est conçu d'une bonne manière ou non. Et par exemple, le premier critère, c'est de s'interroger sur l'utilité sociale et environnementale d'un service numérique, voilà, parmi bien d'autres critères. Et aussi, donc, je conclue sur ça, on a aussi vocation à apporter des messages au niveau européen. Donc là, je cite le BEREC, où on publie récemment on a publié 3 rapports, un sur l'état de l'art, un deuxième sur les indicateurs environnementaux, et un troisième qu'on va publier prochainement, c'est sur la transparence environnementale pour les utilisateurs, pour qu'ils puissent choisir eux-mêmes les produits et les services de qualité environnementale. Et notamment aussi, on travaille aussi avec l'UIT, qui est l'Union internationale des télécoms. On citait tout à l'heure la trajectoire de moins 45% entre 2020 et 2030. C'est bien grâce aux travaux de l'UIT qui sont assez importants. Et par exemple, j'ai cité un travail qu'on a mené avec le comité d'experts de la mesure, dont fait partie le Shift, l'ADEME et puis bien d'autres acteurs. On a aussi des recommandations sur, par exemple, aujourd'hui, le numérique, ce n'est pas un secteur qui est reconnu, c'est je dirais une concaténation du secteur d'éthique, donc des technologies de l'information et de la communication, et de tout ce qui est divertissement et médias. Donc il y a un enjeu aussi à redéfinir qu'est-ce que c'est le numérique pour avoir les bons leviers d'action, par exemple sur l'IoT, les objets connectés. Est-ce que c'est d'éthique ou est-ce que c'est pas d'éthique voilà, c'est un débat qui nous a bien occupés. Donc je vous remercie en tout cas pour ce rapport de qualité, et on reste à votre écoute, que ce soit le Shift ou les autres acteurs, pour échanger si besoin. Merci.